Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous recevons Rivo Malala, secrétaire départemental de la SNUIPP FSU. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et plus tard, on entendra Atoumani Aruna, guide touristique, sur le problème du site Sazilé. Mais d'abord, les titres. Deuxième jour de grève pour le SNUIPP FSU. Cette fois, les manifestants ont opté pour l'opération Escargot et se sont fait entendre à coups de klaxon dans les rues de Mamoudzou. Reportage dans ce journal. Les listes des candidats aux élections départementales arrêtées par la préfecture mardi dernier ont réservé quelques surprises. Certaines étiquettes n'étaient pas les bonnes. Aujourd'hui, le MDM monte au créneau. Nous vous en parlerons. Et pour finir, ce cri d'alerte concernant l'état d'abandon de la réserve de Sazilé. Pollution et patrouilles de surveillance inexistantes, les naturalistes de Mayotte et les professionnels du tourisme dénoncent. Deuxième jour de grève du SNUIPP et c'est sous la pluie que les enseignants ont défilé aujourd'hui, toujours avec la même stratégie, à savoir rendre visite aux élus directement. Les syndicats se sont heurtés à plusieurs murs, les permanences étant tous fermées. Ce matin, les manifestants ont d'ailleurs envahi la matinale, l'invité n'étant autre que le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Reportage de Shakila Issouf, Fred Souleymana et Abassi Alidi. Pour leur deuxième jour de grève, les manifestants ont choisi de ralentir la circulation à Mamoudzou. Le top départ était donné comme hier au vice-rectorat pour ensuite prendre la direction de Cavani. Les drapeaux du SNUIPP flottaient au vent et l'opération Escargot était menée par un Rivo plus que jamais stratégique. L'objectif, effectivement, c'est pour obtenir les demandes d'audience, les audiences qu'on souhaitait, qu'il y ait des suites favorables. Malheureusement, il a fallu bousculer, se déplacer vers leur permanence avec des méthodes différentes pour décrocher ou arracher ces rendez-vous. On pourrait croire que le but serait de se faire remarquer, mais les revendications montent en puissance depuis que le syndicat des enseignants revendique l'alignement des allocations familiales sur le niveau de la métropole, mais aussi la renégociation du taux d'indexation des salaires. Mais où nous mènera ce long dialogue de négociation entre enseignants et les parlementaires mahorais? Personne ne le sait, mais cela pourrait prendre des proportions importantes. Ce que l'on peut dire, c'est que ce matin, plus d'une dizaine de véhicules en file indienne, la main sur le klaxon, ont tenté de faire un maximum de bruit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les grévistes se sont fait remarquer. Opération coup de poing jusqu'au bout, les manifestants se sont même introduits dans nos locaux pour interpeller le sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Swalihi, alors qu'il était l'invité de la matinale. Voici un extrait de ce passage. Monsieur le sénateur. Monsieur Rivo Malala. Comment? Nous avons un souci. On n'aime pas que harceler les gens. Et effectivement, j'ai mon téléphone là. Je travaille par téléphone. On a tout ça où on affiche les appels incessants, les messages et tout ça. Et je sais que depuis vendredi, pas moins de 5 SMS ont été envoyés à l'endroit des parlementaires. Mais ça, vous nous l'avez dit lundi déjà, Rivo. Oui. À l'endroit des parlementaires et j'ai eu 0 réponse. Bon, malheureusement, Tani, j'ai 2 de ces numéros, Métropole et Mayotte. Donc, ça ne peut pas disparaître quelque part. D'ailleurs, il m'appelle encore. Ben, voyez, il vous appelle déjà. Ben alors. Bon. Monsieur Rivo, justement, est-ce que les élus vous ont-ils reçu après cette intervention dans l'émission La Matinale? Ben, effectivement, je pense que ça porte toujours des résultats, on va dire. Parce qu'après, vous avez montré là, on a dû se déplacer vers la permanence du sénateur Abdourahmane Swalihi.
On avait fait aussi un petit crochet vers la permanence de M. Tani. Et c'est à chaque fois, à ces moments-là, qu'on a obtenu les heures pour rencontrer ces sénateurs, ces parlementaires. Et effectivement, pendant l'après-midi, on a eu nos rendez-vous, on les a rencontrés, on a présenté nos revendications, proposé notre demande, présenter notre demande, une intervention auprès du gouvernement pour que enfin on s'oriente vers une ouverture de discussion sur les discussions qui ont déjà eu lieu, sur les engagements qui ont été faits par le gouvernement. Aujourd'hui, vous considérez qu'ils vous ont enfin écouté? Non, en tout cas, nous, on a fait le démarche. Il a fallu effectivement et malheureusement utiliser une méthode pas courtoise, on va dire. Mais voilà, nous assumons notre part de responsabilité. Nous espérons qu'effectivement, ils bougeront. Mais ils savent déjà qu'on saura réagir en cas de non-réaction. Et actuellement, donc vous considérez, vous nous dites aujourd'hui qu'il sans doute il y aura peut-être une manifestation? Non, je pense qu'on en a déjà parlé. Hier, en début de soirée, on va dire, une rencontre a eu lieu avec le secrétaire général de la préfecture. On a fait le point sur les dossiers et nous sentons les lignes bouger, notamment une rencontre. On nous a parlé, le secrétaire général de la préfecture nous a parlé d'une réunion avec une réunion en visioconférence avec le ministère de la fonction publique et l'outre-mer début mars. Donc nous espérons que cette réunion aura bien lieu et que sur le principe, on s'est accordé de se retrouver au retour des vacances scolaires avec la préfecture pour faire le bilan, mais n'ayant pas l'assurance ou de date précise par rapport à cette réunion, nous restons dans l'hypothétique et nous avons souhaité à ce que les parlementaires aussi interviennent et rappellent au gouvernement leur engagement. Nous savons aujourd'hui ce que vous demandez, notamment l'indexation de 40%. Pourquoi vous souhaitez aujourd'hui qu'elle soit augmentée ? De toute façon, dès 2013, on a été très clair, on était opposé aux 40%. Et c'est face à cette opposition que le gouvernement nous a proposé de se retrouver en 2015, cette année donc, pour parler du taux d'indexation. Et parallèlement à cela, le gouvernement s'était engagé à faire une étude comparée des prix entre Mayotte, La Réunion et Métropole. Cette étude-là n'ayant pas été faite, nous, de toute façon, on se fixe à l'échéance qui a été fixée par le gouvernement. Donc on est là au rendez-vous et nous espérons que le gouvernement ne bottera pas en touche sur cette affaire. Mais je reste confiant sur la volonté de tout le monde pour faire évoluer la situation et je compte sur nos parlementaires mais aussi sur les représentants de l'État à Mayotte. La réaction de M. Tani Mohamed ce matin, est-ce qu'elle vous encourage, est-ce qu'elle vous a dérangé, elle vous a choqué? Écoutez, tout le monde pris dépourvu de la sorte, il n'y a pas de souci. Je le cite d'ailleurs, grève, et alors la Terre doit-elle s'arrêter de tourner? Je pense que la Terre continue à tourner et d'ailleurs c'est ce que nous essayons de faire, on essaie de faire tourner tout le monde, même ceux qui ne veulent pas bouger, donc il n'y a pas de souci, on ne va pas s'appuyer, on va pas rester sur cette phrase-là. Je pense qu'avec les discussions que nous avons eues tout à l'heure, à 17h à sa permanence, on ne regarde pas derrière, on continue à avancer et je pense que si ça bouge, nous aboutirons. Mais effectivement, comme je l'ai dit, si ça ne bouge pas, on saura comment réagir. Mais aujourd'hui, en 2015, mais de toute façon, il y a plusieurs échéances qui s'offrent à nous. Et qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous ? Nous attendons à ce que les choses continuent et puis au retour des vacances, s'il n'y a rien qui se fait, ou qui se passe, il n'y a aucune annonce, forcément nous serons obligés de redescendre dans la rue et de dire aux autres aussi que bon les gars, il ne va pas falloir nous laisser seuls. Mais je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là.
Merci Rivo Malala d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous ces éclaircissements. Alors, nous allons continuer dans l'actualité avec cette agression plutôt inquiétante qui a eu lieu hier en début d'après-midi au guichet de la Barge. Un homme qui semblerait ne pas avoir toute sa tête s'est attaqué à une passante avec pour seul motif qu'elle est blanche. Une agression à caractère raciste choquante pour les témoins qui ont assisté à la scène. Reportage de Camille Leca, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Un individu aurait frappé cette jeune femme âgée d'une trentaine d'années avec ses chaussures au sein de la gare maritime. Elle s'apprêtait à acheter son ticket de barge et a été victime de coups portés au visage. Les témoins nous ont raconté la scène. Mamsa la hula lankemi alankemi ulankemi a sauté a zonal gauche ambremelo bonu le mengoni ta bonu la uvoti ula ena ja uvoti hule a eme ande zahe bonu la silia sunut nze bie ula armembia astawa hule ka oblige rumzie rum garde ta serikali donc wa rongo ba situation ka tafa titi arwe ka vizem zungu. Sa couleur de peau serait le motif de cette attaque. Alors que la jeune femme s'effondre, deux des témoins parviennent à maintenir son agresseur à terre jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. La victime a immédiatement déposé plainte après avoir été prise en charge par le CHM. Selon les premiers témoignages, l'agresseur aurait tenu un discours plutôt incohérent. L'auteur de cet acte raciste serait un homme âgé d'une vingtaine d'années. Il a été placé en garde à vue et examiné par un psychologue. Pour l'heure, aucun diagnostic n'a été communiqué par les forces de l'ordre. S'il y eut plus de peur que de mal, cette agression gratuite en demeure très inquiétante. Les premiers chiffres 2014 de la délinquance ont été livrés hier par le procureur de la République, Joël Garrigue. Il a profité de l'audience solennelle de rentrer pour dresser son bilan. Résultat, comme les années précédentes, les mineurs sont toujours majoritairement mis en cause. Mais les types de crimes et délits changent de ton. Explication avec Camille Leca. Pour les crimes ou délits, 35% des mises en cause en 2014 ont moins de 18 ans. Ce taux atteint les 60% pour les faits de cambriolage, des chiffres nettement au-dessus de la moyenne nationale, mais le procureur de la République nuance, car il le rappelle, Mayotte est le plus jeune département de France, avec près de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Sa plus grande préoccupation se cristallise aujourd'hui sur les atteintes aux personnes. Elles ont représenté un quart des crimes et délits l'année dernière. L'arrivée d'une drogue de synthèse dont les effets se rapprochent de ceux du crack pourrait être une des explications. On a une forte augmentation sur les violences en particulier, et je pense qu'il y a un lien entre cette augmentation de la violence et l'arrivée fin 2013 de ce qu'on appelle la chimique, c'est-à-dire les cannabinoïdes de synthèse qui sont un produit extrêmement dangereux. Et pour tordre le cou aux idées reçues, on peut retenir un autre chiffre marquant, celui des jours d'emprisonnement. En 2014, 3430 jours de prison ont été comptabilisés, ce qui représente en moyenne 10 mineurs incarcérés chaque jour. Mais il existe une alternative à la prison avec de nouvelles structures qui ont été mises en place en 2014, comme le Dagotama ou l'Observatoire de l'enfance en danger. La protection judiciaire de la jeunesse a, elle, pris en charge 543 enfants. Le procureur a aussi tenu à rappeler que pour faire barrage à la délinquance, le dépôt de plainte est primordial. Et je pense qu'il est vraiment très important que les gens comprennent que ne pas déposer plainte, c'est faire le jeu des délinquants et qu'il faut absolument que tout le monde prenne vraiment la peine d'aller porter plainte et prenne vraiment la peine de signaler ce qui lui arrive si on veut avoir les moyens, nous, de travailler efficacement pour régler ces problèmes-là. Ces chiffres de la délinquance 2014 ne sont pas complets. Il faut maintenant attendre le bilan sécurité de la préfecture. Reporté le 30 janvier dernier, aucune nouvelle date n'a aujourd'hui été fixée. Monsieur Rivo Malala, ma question de tout à l'heure, votre réponse n'était pas claire. Est-ce que vous allez continuer à manifester demain? Un rendez-vous a été fixé par le député Aboubacar pour demain à 9h, effectivement, à sa permanence. Nous ne faisons pas de discrimination, on va le rencontrer et avec les copains. Et après, nous déciderons de la poursuite, de la reconduite de notre mouvement.
Donc poursuite maintenue. Merci Rivo Malala. La grève continue, c'est moi qui vous remercie. À moins d'un mois des élections départementales, le MDM pointe du doigt des erreurs dans les listes préfectorales, alors que le parti historique de Mayotte a investi des candidats dans 12 cantons sur 13. Ces derniers ne figurent pas tous sur l'étiquette MDM sur les fameuses listes. Une cacophonie dénoncée aujourd'hui qui pourrait bien semer le doute dans la tête des électeurs. Plus d'explications avec Camille Leca et Leslie Vimené. Mardi dernier, les listes préfectorales sur lesquelles figurent les 63 binômes en lice pour les élections départementales sont publiées par arrêté préfectoral. Mais à la grande surprise du mouvement départemental de Mayotte, un seul binôme pour un seul canton, celui de Ouangani, y est inscrit sous l'étiquette MDM. Pourtant, le parti a désigné des candidats dans 12 cantons sur les 13 que compte l'île. Il figure bien sur ces listes, mais sous différentes étiquettes, comme divers gauche, UDI ou encore divers droite. Pour mieux comprendre, le secrétaire administratif du parti a cherché des explications auprès de la préfecture. Il y a eu erreur entre la transmission de la finalisation de la préfecture à Dzaoudi et la saisie finale des données qui est retransférée à Mamoudzou, pour en sortir l'arrêté préfectoral, la première qui a affiché effectivement que le MDM n'aurait investi que 2 candidats. Une semaine après publication du premier arrêté, un arrêté modificatif lui a été communiqué. Canton de Bouéni, Dembéni, Dzaoudzi, Mamoudzou, Mtsamboro et Pamandzi. Les nouvelles listes font alors état de 8 binômes MDM et d'un binôme mixte MDM-UDI à Tsingoni. Aujourd'hui, le compte est bon. Mais si le mal est réparé, le parti s'inquiète car le trouble est peut-être déjà semé dans la tête des électeurs. Et si aujourd'hui ces principes peuvent être balayés d'un revers de main en pleine période électorale, bien entendu que ça met la zizanie dans la tête de nos électeurs, qui sont des personnes lambda, qui ne maîtrisent pas forcément les rouages juridiques, qui ne sont pas censés savoir que telle chose, ça fonctionne plutôt comme ça, et telle décision... enfin, ils ne sont pas censés savoir ça. Eux, quand ils entendent la préfecture dire ou décider que Daniel Zeidani, MDM et divers gauche, ils croient ce qu'ils entendent, surtout quand ça vient de la préfecture. Un problème persiste cependant, l'arrêté modificatif est un document local. Le MDM a donc demandé un rendez-vous avec le secrétaire général de la préfecture afin que le fichier national soit mis à jour. Tout de suite, du nouveau sur la coopération régionale et bien d'autres actualités, car c'est l'heure de l'actualité en bref. Un deuxième vol direct Paris-Mayotte va voir le jour en mai 2016. C'est une annonce importante qui a été faite hier par Air Austral lors d'une conférence de presse organisée à La Réunion. Pour assurer cette nouvelle ligne, la compagnie aérienne a investi dans un Boeing B787-800, dit Dreamliner, d'une capacité de 262 places. Un avion capable d'atterrir sans problème sur la piste de l'aéroport de Pamandzi. Air Austral a aussi annoncé que cette nouvelle liaison devrait être assurée 2 à 3 fois par semaine. Les territoires d'outre-mer pourraient avoir plus d'influence dans les accords de coopération régionale. C'est en tout cas ce que propose le député Jean-Jacques Vlody. Il souhaite que les DOM-TOM disposent d'un droit de regard systématique avant toute signature. Mayotte devrait donc retrouver une meilleure place dans les projets de coopération avec Madagascar, les Comores, Maurice ou encore les Seychelles. Le groupe Kwezi a désormais son site internet, l'infokwezi.fr. Politique, faits divers, économie, culture ou encore éducation, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Mayotte au jour le jour. Autre nouveauté, la radio, accessible en direct d'un coup de clic. Enfin, le JTM, le 18h La Bonne Humeur ou encore Casport, toutes vos émissions sont disponibles en replay après leur diffusion. Le site de Sazilé-Lieu, incontournable pour les touristes, serait abandonné depuis quelques années et sans protection. Plus aucun garde sur le site, nous a indiqué l'association de protection de l'environnement, les naturalistes de Mayotte. Quelles sont les conséquences touristiques et environnementales de ce délaissement? Explication avec ce reportage.
À l'entrée du site, le panneau indique qu'il s'agit bien d'une zone protégée. Pas si sûr car à l'intérieur, la réalité est bien plus consternante. Équipements dégradés, maisons saccagées et des terrains naturels déforestés, les conséquences environnementales sont nombreuses. Autre conséquence environnementale aussi, c'est le fait que les tortues n'étant plus protégées, n'étant plus surveillées, disons, les chiens errants et les braconniers peuvent s'en donner à cœur joie, hein, et ils s'en privent pas. Et par ailleurs, il n'y a plus du tout de suivi pour savoir combien il y a de tortues qui montent, si elles ont pondu, pas pondu, etc. Un suivi de nature un peu scientifique qui a été fait jusqu'à maintenant. Les déchets s'accumulent et des personnes se sont installées illégalement sur le site. Les guides touristiques, quant à eux, continuent néanmoins à assurer une fréquentation du site, mais l'abandon de la zone aurait des conséquences sur le tourisme à Mayotte. Sazilé fait partie des atouts importants pour le développement touristique de Mayotte et si on enlève ce site, aujourd'hui c'est 60% de l'activité tourisme qu'on fout en l'air. Sachez qu'il y a 8 plages à Sazilé où on a la chance encore d'observer la ponte de tortues marines. Donc abandonner ce site, ce qui veut dire le braconnage, favoriser le braconnage, mais aussi avec ce problème d'insécurité, ce site est presque à l'abandon, donc il devient une poubelle. Sazilé est considéré comme un réservoir de biodiversité pour sa forêt sèche et son paysage idyllique pourrait bientôt ressembler à un vaste terrain vague. Monsieur Atoumani Harouna, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes guide touristique. Sazilé est aujourd'hui abandonné. Qui sont les responsables? Qui sont les responsables? Nous, on sait que toute réserve naturelle a des gestionnaires. Donc on entend parler de parcs marins, mais aussi le conservatoire des littorales, etc. Depuis quelques années, donc on essaye, comme les acteurs économiques, mais comme les associations aussi écotouristiques, d'interpeller ces responsables, parce qu'on n'est pas là pour dire un tel et un tel, mais on sait qu'au niveau réglementaire, on fait partie quand même de... ce site de Sazilé est quand même classé comme site patrimonial. Au niveau de parc marin, on sait qu'on est deuxième parc marin de France après la niçoise. On n'arrête pas à le dire et le promouvoir lors des salons à l'extérieur. Donc depuis quelques années, on a remarqué en fait cette dégradation qui vient d'être relevée par l'association naturaliste de Mayotte. Et nous, certains acteurs, que ce soit les prestataires nautiques, mais aussi les guides touristiques qui amènent des touristes pour l'observation ponte des tortues. Donc je rappelle ici que ce problématique n'est pas uniquement lié au tourisme directement, mais il faut savoir aussi qu'on a la chance d'être à avoir cet atout à Mayotte, d'abord à la fois pour sa population. Et c'est dommage que ces sites, parce qu'on peut citer aussi d'autres sites, hein, tels que Moya, il y a aussi Papani, il y a pas loin, on a entendu parler à Mzamboro, tout ce qui est braconnage aussi des tortues. Donc on interpelle ici les autorités compétentes que des sites de réserve tels que Sazilé ne méritent pas avoir ce type d'abandon. Quelles sont les conséquences de cet abandon, les conséquences touristiques à long terme? Vous savez, Mayotte, par rapport au schéma directeur de développement touristique, a été cité deux choses. Tourisme vert, qui est lié en fait à la nature, tout ce qui est randonnée, et l'agritourisme, et par rapport au tourisme bleu, qui est lié à la mer, avec toutes les biodiversités qui sont liées. Donc si on enlève un maillon par rapport à ça, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de tourisme. On fait partie quand même l'un des plus grands lagons fermés de l'océan Indien. Et ce n'est pas uniquement la mer, mais c'est par rapport aux animaux qui
qu'il y a dans l'eau. Donc si on enlève aujourd'hui Sazilé, on enlève une partie de l'activité touristique et une partie qui n'est pas moindre parce que on a des plages, on a aujourd'hui au niveau de développement économique mais aussi d'emploi, c'est un site qui peut aussi créer de l'emploi. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui si on ne fait pas quelque chose vite, parce qu'il faut que les discours en fait qu'on entend soient traduits en actes aujourd'hui. Mayotte ne mérite plus avoir des beaux discours, des beaux tous les mots qu'on peut attendre aujourd'hui par rapport aux élections départementales. On entend parler du tourisme, mais si on enlève Sazilé, c'est dommage. Et Sazilé, justement, l'abandon dure, c'est depuis 2 ans. Qui doit agir ? Qui doit agir, à ma connaissance, il y a des partenaires que je viens de citer. Il y a le Conservatoire des littorales, il y a le Parc marin. Avant tout, c'est eux qui réglementent en fait tout. Quand on regarde les panneaux, ce que vous avez montré sur le panneau, c'est bien écrit et qui est-ce qui doit régulariser tout ça. Donc nous le message qu'on passe en tant qu'acteur, on l'a déjà dit qu'on est partant. Si aujourd'hui il y a des problèmes pour la gestion et le suivi de ces sites, on peut trouver une solution avec ce partenaire pour pouvoir monter un système de garde s'ils veulent, pour au moins sauver en fait les très peu d'atouts qu'on a. Après, deuxième chose, moi je pense qu'il faut très rapidement trouver une solution de filtrer en fait les fréquentations des personnes, parce que Sazilé, c'est une presqu'île. Donc c'est très facile à contrôler parce que il y a 3 passages terrestres. Il y a Mtsamoudou village vers la plage, il y a le col de Dapani et le Dapani village. Donc on peut imaginer en termes de création d'emplois, que ce soit un emploi en insertion ou tout ça, placer des personnes sur ce point de départ pour pouvoir au moins filtrer, demander aux personnes qui se rendent sur ce site qu'est-ce qu'ils veulent faire, essayer au moins de contrôler au minimum. Qui doit fréquenter justement ces sites? Vous dites qu'il faut filtrer. Mais qui ne doit pas fréquenter ces sites? Qui ne doit pas fréquenter ces sites, c'est les braconniers qui va d'abord essayer de braconner les tortues. Et c'est facile de s'introduire justement sur ces sites? Bien sûr. Aujourd'hui, oui, en fait, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a personne qui contrôle. Avant, on avait des gardiens, c'est-à-dire sur les 7 ou 8 plages de Sazilé, il y avait la grande plage de Sazilé où vous avez monté sur les images un bâtiment qui était recensé à accueillir des animateurs, d'abord pour contrôler les braconnages, mais aussi pour faire des suivis scientifiques des tortues marines. Parce que je rappelle ici que Mayotte, on a la chance d'avoir une bonne vingtaine de sites qui peuvent avoir des tortues qui montent. Et parmi ces sites, il n'y a que 3 sites qui sont contrôlés. Il y a la plage de Sazilé, il y a Moya et à peu près de comptage sous l'eau à Ngouja. Et ça, c'est dommage. Déjà, on trouvait, nous, que ce n'était pas assez. Et si on abandonne encore Sazilé aujourd'hui, pour votre information, par an, on comptabilisait, par rapport au suivi, environ 1000 tortues. Donc, 10 000 tortues sur les 2 sites entre Moya et Sazilé. Donc, c'était pas assez, mais c'était déjà ça de prise. Et nous, ça nous rassurait aussi les organisateurs qui accompagnent des touristes sur ces sites-là, à savoir qu'il y avait des permanences qui étaient là en cas de problème, tout simplement, qui peuvent arriver naturellement chez les gens, mais aussi pour éviter les agressions pour des gens qui ne peuvent pas forcément faire appel à des prestataires de services. Après, il y a un troisième facteur, c'est la population mahoraise. Soyons pas égoïstes et n'attendons pas que ces sites disparaissent. Après, faire comme nos amis de la Réunion, faire une réserve, rappel colonial. Maintenant, aujourd'hui, on élève des tortues pour les lâcher en mer et espérer les voir plus tard remonter sur la plage. Aujourd'hui, on a la chance qu'ils sont là. Protégeons ce site
suite. Et je rappelle ici que c'est pas la peine aujourd'hui qu'on continue à aller promouvoir la destination de Mayotte à l'extérieur et au final montrer ce que vous avez montré tout à l'heure aux touristes, ce qui se passe à Mayotte. Merci Aruna, justement, la population vous a entendu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de la ravissante Ornella Périne. Très bonne soirée. Namkwayeri.